Vos styles sont très différents. José Ángel Mañas, La Nuit des Morts, publié chez Anacarsis. Je ne connaissais pas cette maison, mais elle fait du super bon travail. Et puis Alfonso Mateo Sagasta, Tu marcheras avec le soleil, chez Rivage. Alors, La Nuit des Morts, c'est la dernière nuit d'Alexandre le Grand, en 363 avant notre ère. Ouais, c'est ça. 323 avant Jésus-Christ, pardon. Donc c'est son agonie et il demande à son devin de convoquer les âmes de ceux qui sont morts par sa faute. Alors, il n'a pas forcément donné la mort, mais ceux qui sont morts par sa faute. Donc ça peut être les ennemis, les victimes, des camarades. Et puis son père aussi, Philippe. Avant de lui de les rejoindre dans l'Hadès. Donc ça, c'est une chose, on va en parler. Il y a eu 3 ans de travail pour ce roman. Entre 2-3 ans, avec le micro, c'est mieux. Enfin, il ne faut pas que je contrarie les auteurs, hein, parce que je compte beaucoup sur eux aujourd'hui quand même. Ça marche, oui, entre 2 et 3 ans de travail, effectivement. Consacré exclusivement à ces bouquins. C'est un grand pavé. Ça pèse. Je suis très satisfait. C'est un grand pavé, effectivement. Oui, il y a plus de 600 pages, on dirait pas, un gros travail aussi de mise en page. Ce qui frappe quand même, et même si on n'a pas lu les 600 pages, c'est qu'il y a un vrai travail sur la langue. Un vrai travail sur la langue, un vrai travail de reprise de code de la tragédie, mais renouvelé complètement avec une perspective très contemporaine. Ça, vous nous en parlerez, parce que c'est votre conception du roman historique, alors que vous n'êtes pas du tout coutumier du roman historique. Donc là, il s'agissait peut-être, je ne sais pas, un pari entre copains, enfin, vous nous raconterez ça. De l'autre côté, Alfonso Mateo Sagasta, donc Tu marcheras avec le soleil, c'est d'une traduction de Philippe Rabaté, donc c'est de l'année dernière, 2014. Pardon de faire les choses dans le désordre, José Ángel, mais votre livre était traduit par Anouk Minkin, pardon, et elle a été publiée en 2015, donc c'est une publication du mois dernier. Ça vient de sortir du four. Hein, ça sort du four, mais c'est sorti quand même en 2007 en Espagne. Donc oui. Toujours, les Français sont toujours très très lents à réagir. En ce qui concerne Tu marcheras avec le soleil, vous êtes beaucoup plus habitué à Alfonso au roman historique ainsi qu'au roman policier, et puis vous êtes un spécialiste de l'histoire ancienne et médiévale. Là, en l'occurrence, vous vous attaquez au siècle d'or espagnol que vous connaissez aussi fort bien pour raconter le destin de Gonzalo Guerrero, qui est, alors c'est une histoire vraie évidemment, c'est un roman historique, un conquistador qui a fait naufrage en 1511, et il a été le seul avec un autre à ne pas être sacrifié par les Mayas. Et finalement, il s'est tellement habitué qu'au moment où Cortés arrive, eh bien, c'est quasiment un Maya. C'est cette histoire-là que vous avez choisi de raconter. Alors, avant d'entrer dans vos livres, il y aura aussi une lecture de Marie Vire qui montrera aussi les aspects de votre manière de traiter le roman historique. Je voulais savoir si pour vous le roman historique était un lieu une difficulté d'écriture, ou plutôt une facilité, dans le sens où l'histoire est déjà là, et pour autant il y a ce rapport à la fidélité, une tension entre l'histoire et le roman. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est une contrainte, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui vivifie votre écriture? D'accord. José Ángel. Bonjour d'abord, merci d'être là. Et moi d'abord, je vais faire une petite réflexion par rapport au genre historique et au genre en général. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance à considérer que la classification générique, qu'elle est presque inutile, que ça ne sert pas à grand-chose de parler de romans historiques, de science-fiction ou de polar, puisque, à fin de compte, il y a 2 genres de littérature, et grosso modo la bonne et la mauvaise. Et moi, pourtant, j'estime que la classification, c'est-à-dire souligner les ressemblances et les différences entre les choses, c'est un exercice primordial de l'intelligence humaine, et qu'on ne peut pas se satisfaire de dire on a des bestioles, les bestioles sont de bonnes et mauvaises, mais quand dans notre farm on a des chevaux, de vaches, de chiens, et parmi les chiens on a de caniches, de bergers allemands,
des Rottweilers. C'est vrai qu'il y a des individus quand même qui sont déformes, il y a des individus qui sont manchots, il y a même des individus qui sont monstrueusement hybrides. Mais qu'il y ait des individus difficilement classifiables, ça ne veut pas dire forcément que la classification soit inutile. Et s'il faut dire d'un roman historique comme Le Nom de la Rose, que c'est un roman historique postmoderne, mais avec une trame détectivesque pastichant Conan Doyle et une érudition livresque borgesienne et une sensibilité vers les Moyen-Âge qui est post-romantique et pré-steampunk, mais on le dit, et puis voilà, qu'est-ce qu'il dirait qu'est-ce qu'il dirait un écrivain à qui on lui permettrait de décrire le femme cantant de blonde et de brune, d'accord? Donc je crois que les étiquettes, telles qu'on les appelle, en fait, c'est des concepts, d'accord? Et puis en fait, Goethe, il nous a expliqué que chaque nouveau concept qu'on acquérit, c'est comme un nouvel organe qui enrichit vachement notre perception de la réalité. Et donc, pour moi, ils sont tous utiles. Ces romans historiques, romans steampunk, science-fiction, futuristes, réalistes, polar, crook story, roman noir, thriller, psycho-thriller. Allons-y. Plus on a, mieux c'est. C'est-à-dire ce qui est idiote, c'est pas les étiquettes, d'accord? C'est plutôt pas vouloir les étiquettes. Donc moi, d'abord, j'aime le genre, j'aime la classification générique et j'aime aussi les spécialisations. C'est vrai que j'aime faire une différence entre ce qui est un écrivain, par exemple un romancier. Et ça paraît, on a tendance à confondre, mais c'est pas la même chose. Pour un écrivain, écrire, c'est un verbe intransitif, d'accord? On n'écrit pas quelque chose, on écrit, ou presque. Et la prose est un matériel qui a tendance à être opaque. Et par contre, un romancier, c'est quelqu'un qui nous montre la lune du doigt. D'accord? Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la lune. Pour lui, la prose, c'est un moyen pour construire un monde imaginaire. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe, ce qui nous reste à la tête quand on ferme le bouquin. D'accord? Et donc je ne dis pas que pour un romancier, la prose soit transparente, d'accord, mais elle est quand même un petit peu plus translucide que pour quelqu'un qui est vraiment se considère un pur écrivain. Et donc pour approfondir un petit peu dans cette dimension, on va dire, outre-linguistique qu'a le romancier, c'est vrai que moi j'aime comparer le travail du romancier avec ce qui est le cinéma. Moi, j'admire énormément le cinéma. Je trouve que c'est une machine de fabrication de fiction, mais extraordinairement sophistiquée. Et puis, une des grandes réussites du cinéma, c'est que ça a décomposé les processus créatifs, d'accord, dans plusieurs segments ou parcelles. Et à chacun, il y a mis un spécialiste. Donc on va voir quelqu'un qui va s'occuper exclusivement des localisations. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va s'occuper de tout ce qui a à voir avec le vestimentaire, les habits. Puis on a les acteurs, bien sûr. Il va y avoir un réalisateur. Il va y avoir un producteur qui va s'occuper de finances. Il va y avoir un montagiste. D'accord? Donc en quelque sorte, tout ça qui est fait d'une façon collective par une équipe de tournage, ce qui fait un romancier tout seul dans sa tête. D'accord? Le roman, c'est une espèce de film mental, sauf que lui, il le fait tout seul. Donc moi, je trouve que c'est pour ça que quand on compare ce que le cinéma est capable de faire et ce qu'un romancier est capable de faire, c'est un peu comme comparer l'homme orchestre avec l'orchestre avec l'homme orchestre. Et le romancier, il faut qu'il fasse énormément de choses. Il faut qu'il soit un bon acteur. Comme si vous prenez Le Parrain, le film de Coppola, le travail qui a été fait là par Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro et d'autres, tout d'abord, il a fallu que Mario Puzo le fasse tout seul dans sa tête. Ça ne suffit pas être un bon acteur, d'être capable de se rentrer dans la peau des personnages, mais en plus, il faut créer des scènes avec ces personnages. Et puis en plus que cette scène, elle se succède.
et puis que ça arrive jusqu'à un climax, et puis que ce climax, idéalement, il est un dénouement de telle façon que ça devient une espèce de conclusion par rapport à la problématique posée. Il va s'occuper de tout ce qui a à voir avec les habits, les questions vestimentaires, et la récréation du monde, c'est ce qu'il fait dans les descriptions, toutes les décisions qu'il fait en réalisateur, d'accord, mais par où commencer la scène, comment focaliser, mais ça il faut qu'il fasse, il faut qu'il y ait un montage littéraire, et par-dessus tout ça, d'accord, il faut qu'il écrive. Donc je dis pour ça, un romancier n'est pas un poète. Il faut que l'écriture soit efficace, bien sûr. Et donc, pour revenir au genre historique, moi, la partie de ces processus que j'adore et que j'ai découvert et que je trouvais super, c'était le côté de la récréation du monde. C'est-à-dire, moi, je viens plutôt du genre noir et d'autres genres de romans plus d'actualité. Et là, par exemple, si je fais une scène sur la Gran Via madrilène, donc je peux concevoir que la plupart de mes lecteurs, ils ont quand même une image mentale de ce que c'est cette rue. Donc je peux me permettre d'être abstrait. Mais si je décris un palais au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Persépolis, ben là, je suis obligé de faire un effort descriptif supplémentaire. Et donc moi, ça m'a permis par exemple, de m'entraîner. Je pris plaisir simplement dans la lecture. C'est tout d'un coup, je me suis rendu compte, à travers ce travail historique, que je lisais les textes autrement, avec beaucoup plus d'attention, surtout aux descriptions. C'est-à-dire, quand il y avait un truc trop abstrait, mais ça m'est tombé des mains. Et quand j'ai trouvé quelqu'un qui savait décrire le détail précis, alors là, je prenais un plaisir supplémentaire. C'est quelque chose que j'ai découvert avec les genres historiques. Et puis après, en écrivant, mais cet effort que je fais par rapport à la description, je me suis rendu compte qu'après, quand je suis revenu au réalisme, à écrire sur Madrid, mais ça m'a aidé. Maintenant, j'ai l'impression que je me suis vraiment amélioré à ce niveau-là. Et pour moi, mon expérience comme romancier est en quelque chose qui rentre dans l'historique. C'est ce que j'ai retenu et qui m'a plu le mieux. Bon, je fais une petite longue introduction et je veux quand même passer la parole à Alfonso. Merci. Je m'excuse, je ne parle pas français, je dois parler en espagnol, excusez-moi. Marianne, c'est mon traducteur. Merci. Yo creo que el problema que tenemos los novelistas históricos es lo que ha dicho Karine hace un momento. Je crois que le problème que nous avons, nous les romanciers qui écrivons des romans historiques, c'est ce qu'a dit Karine tout à l'heure. Que ella ha definido nuestro trabajo como la historia ya existe. Elle a défini notre travail en disant que, étant donné que l'histoire, avec un grand H, existe déjà. Y esa es mi primera crítica, por así decirlo. Yo creo que la historia no existe. Alors ça, c'est ma première critique par rapport à ce qui a été dit, c'est que moi je considère que l'histoire n'existe pas. La historia es una creación de nuestra mente. En fait, l'histoire est une création de notre esprit. En realidad, los novelistas históricos somos novelistas de ciencia ficción. En fait, nous les romanciers historiques, nous sommes des romanciers de science-fiction. Que ponemos en pie un mundo especialmente difícil. Alors nous créons un monde qui est particulièrement difficile. Porque todo el mundo cree que lo conoce. Parce que tout le monde croit le connaître. Entonces es difícil mantener unos personajes. Alors il est difficile de présenter des personnages. Con un ambiente determinado y definido. Donc dans une ambiance précise. Del que todo el mundo, todos los lectores tienen una idea preconcebida. Sur laquelle tous les lecteurs ont une idée préconçue. Y sobre todo que todos y cada uno desde su punto de vista se cree en posesión de la verdad con mayúscula. Et surtout chacun croit être le détenteur de la vérité. A los escritores de novela histórica se nos exige hay una cierta demanda social. Donc il y a une sorte d'exigence sociale vis-à-vis des écrivains de romans historiques. Porque se cree que la novela histórica tiene una función de educar a la gente. Parce qu'on estime
que le roman historique a pour fonction d'instruire les gens, de les éduquer. Nada más alejado de la realidad. Et en fait, il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. O sea, yo creo que cualquier persona que lea una novela histórica no puede pensar que eso es la realidad. Donc je pense que quelqu'un qui lit un roman historique ne peut pas penser qu'il s'agit de la réalité. Es más, nadie que lea un tratado de historia puede pensar que eso es la realidad. Et je crois même que j'irai plus loin en disant que quelqu'un qui lit un manuel d'histoire ne peut pas penser qu'il s'agit de la réalité. En realidad, la historia es una herramienta social, una herramienta para crear una ideología. En fait, l'histoire est un instrument social, un instrument pour créer une idéologie. Y nos sorprendería si estudiáramos lo que creemos que es historia, cómo está todo anclado en una serie de mitos indemostrables. Et si on étudiait ce que l'on croit être l'histoire, on serait surpris de constater à quel point... Cómo está anclada, nuestro conocimiento de la historia está anclado en mitos. Et on serait surpris de voir à quel point nos connaissances de l'histoire en fait reposent sur des mythes. El pasado existe, eso es innegable. Donc on peut pas, le passé existe, c'est indéniable. No hemos nacido debajo de una seta. On n'est pas né sous des champignons. No estamos aquí de repente. On n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Pero la historia no es el pasado. La historia es la narración de ese pasado. Et l'histoire n'est pas le passé, elle est la narration du passé. Y es imposible que nadie, por buena voluntad que tenga, Et avec la meilleure bonne volonté du monde, pueda articular o razonablemente qué es la historia. il est impossible d'articuler exactement ce qu'est l'histoire. De tal modo que lo que conocemos es en realidad una formulación negociada por la sociedad cada generación. Donc en fait, ce que nous en connaissons, c'est ce qui a été formulé par la société à chaque génération. Por eso estamos en un momento maravilloso, desde mi punto de vista, Donc je pense que nous sommes à un moment merveilleux en que la historia nace, en principio, no la historia, la enseñanza al pueblo de la historia où l'enseignement de l'histoire au peuple nace a principios del siglo XIX né au début du 19e siècle con la popularización, lógicamente, de la escolarización infantil avec le développement de l'éducation des enfants y la necesidad de hacer soldados. et la nécessité de faire des soldats. Hay una relación directa entre la crisis de los ejércitos mercenarios Donc il y a une relation directe entre la crise des armées de mercenaires con la creación de ejércitos de ciudadanos. et la création d'armées de citoyens. En realidad es una herencia de Napoleón En fait, c'est en toda Europa. un héritage de Napoléon à travers toute l'Europe. Y un mercenario muere por dinero, Donc un mercenaire meurt pour l'argent, pero a un ciudadano hay que darle un motivo para morir. mais à un citoyen, il faut donner une raison de mourir. Y ese motivo es la familia, Alors ça peut être la famille, el honor, l'honneur, la relación con el pasado heroico de nuestros antepasados, la relation avec le passé historique de nos ancêtres. y eso merece la pena dar la vida por todo eso que se viene a llamar patria. Et donc ça vaut la peine de mourir pour tout ce que l'on appelle la patrie. Y curiosamente, la sociedad ha ido evolucionando Et curieusement, la société a évolué y empezamos a preguntarnos de verdad qué es ese concepto de patria. et on a commencé à s'interroger sur le concept de patrie. Porque cada vez vivimos más en una sociedad diferente, Parce qu'on vit de plus en plus dans une société différente, multicultural, qui est multiculturelle, donde muchos de los ciudadanos franceses, españoles, italianos, où de nombreux citoyens français, italiens, espagnols tienen unos ancestros latinoamericanos, eslavos, chinos, africanos. ont des ancêtres latino-américains, slaves, américains. Y empezamos a preguntarnos qué sentido tiene Et on a commencé à s'interroger sur le sens, por ejemplo, que si Livingstone descubrió las cataratas del Nilo, o las cataratas Victoria, alors de savoir si Livingstone avait découvert
les chutes du Nil, si Colón descubrió América si Colomb avait découvert l'Amérique, o, qué sé yo, o todos nuestros héroes nacionales, hablo por ejemplo, que arrancan de la Edad Antigua, como son Vercingetorix en la Galia. Si tous nos héros nationaux depuis le début, donc Vercingetorix en Gaule, Viriato en la península ibérica, Viriato sur la péninsule ibérique, los alemanes ensalzaron en su momento la derrota en Teutoburgo, ¿no? la victoria germánica contra las legiones. donc la victoire allemande contre les légions. Todo eso en realidad está en revisión. Donc tout ça est soumis actuellement à une révision. Y creo que hay una conciencia clara cada vez más de la narración, de la verdadera ficción que es la historia que conocemos, la historia oficial que conocemos. Et donc je crois qu'on a de plus en plus conscience de la fiction qu'est l'histoire officielle. Entonces, el papel de los novelistas históricos es curioso porque, Donc le rôle des romanciers historiques est curieux. por una parte, la población nos demanda más de eso, de lo que creen que es la historia, Parce que en fait, les gens nous demandent, exigent de nous plus. más de esos conceptos históricos Ils patrióticos, sont plus exigeants sur ces concepts historiques, patriotiques. y por otra parte, en realidad, los escritores, aunque utilicemos la historia, Et d'un autre côté, même si nous utilisons l'histoire en tant qu'écrivain, hablamos de nosotros mismos, nous parlons de nous-mêmes, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, notre société, notre monde, de lo que nos rodea, de ce qui nous entoure. porque si los personajes tienen vida es porque son reconocibles. Parce que si les personnages sont dotés d'une vie, c'est qu'ils sont reconnaissables. Y el entorno histórico, las anécdotas, Donc les anecdotes, pues son adornos, o sea, no es el fondo de una novela. les anecdotes, c'est un peu comme le décor, c'est pas le fond d'un roman. Todo es interpretación. Donc tout est une question d'interprétation. Aquí, por ejemplo, en el sur de Francia, sobre todo en la zona de Toulouse, Montpellier, Donc ici dans le sud de la France, surtout Hay- à Toulouse, Montpellier, hay una gran población, por ejemplo, de españoles de segunda generación, tercera generación de la República, ¿no? De Donc, migración. il y a beaucoup d'Espagnols de la seconde et troisième génération, d'émigrés, les républicains espagnols en fait, qui ont dû partir. Y la República y la Guerra Civil Española, por ejemplo, siempre está muy presente. Donc la République et la guerre civile, par exemple, sont toujours très présentes. Y es curiosa porque muy poca gente habla de la Guerra Civil Francesa, Et c'est bizarre parce que très peu de gens parlent de la guerre civile française, de la Guerra Civil Italiana la guerre civile italienne y la Guerra Civil Griega, ou grecque, que tuvo lugar prácticamente en los mismos años. qui ont eu lieu approximativement à la même époque. Porque durante la Segunda Guerra Mundial Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, hubo una guerra civil en Francia y hubo una guerra civil en Italia. il y avait une guerre civile en France et une autre en Italie. Y prácticamente después... ¿El qué? Ah, bueno, Argelia, sí. No, digo, hablo de Europa, claro. En el 46 Donc en 1946, empieza la guerra civil en Grecia. la guerre civile a commencé en Grèce. Entonces, pero curiosamente, por eso la historia es una elección. Mais l'histoire est un choix. Perdona, C'est no, après, dime. j'ai plein de questions là en fait. Ah, va, bien, bien. No, nada más que eso. Digo que era un ejemplo que conocemos todos Donc c'était un exemple que l'on connaît tous, de cómo se pueden tratar los temas de la forma que nos dé la gana. La historia es tan libre que podemos hacer lo que queremos. c'est-à-dire qu'en fait on peut traiter les sujets comme on veut, l'histoire est libre. Y cedo la palabra. Non, Karine mais- está ansiosa. Justement, non, parce que ce que vous dites, c'est très très intéressant. Donc en fait, vous avez dit beaucoup de choses, mais effectivement, l'histoire, c'est un travail de remémoration, et qui dit mémoire dit forcément arrivée de la fiction, puisque le souvenir est une fiction et la remémoration n'est une aussi. Il y a la deuxième chose que vous évoquez, c'est-à-dire l'histoire se raconte à une époque donnée pour servir
évidemment, enfin, c'est pas peut-être pas aussi évident et cynique, mais pour servir une idéologie d'une époque. Ça, vous pourrez réagir, José, à cela. Donc, dans cette optique-là, où l'histoire est effectivement une question de subjectivité et de focalisation et de fiction, quelle est la part que vous prenez? Donc, vous dites que c'est de la fiction, donc très bien. Là, on voit la place du romancier qui peut prendre ses aises dans ce paradigme-là. Mais pour autant, est-ce qu'il y a un travail de reproduction du discours en place? Est-ce que vous concevez votre travail comme étant celui d'une mise au jour de choses cachées? Si c'est le cas, ou de choses qui ont été mises de côté parce que ce n'est pas la version qu'on a choisi de garder, si c'est ça votre travail donc de remise au jour, comment faites-vous? Est-ce que vous avez un travail de documentation qui est particulier, c'est pour vous deux, hein, de documentation qui est, parce que vous avez quand même beaucoup travaillé pour retrouver l'histoire d'Alexandre. Est-ce qu'il y a donc la part de la documentation, sachant que la documentation, eh bien, elle est mainstream, c'est-à-dire que c'est celle dont se servent aussi les historiens du temps présent. Donc, comment on travaille cela? Et dernière chose, juste, tiens, j'ai perdu ma dernière chose. Il y a trop de choses. Allez-y déjà avec ça. Non, mais c'est quoi la place du romancier? Non, parce que justement, on partait sur la question de la véracité et la véracité historique. Mais à partir du moment où la véracité historique est déjà une œuvre de fiction, comment vous placez-vous? Non, d'accord. Non, mais ce que déjà j'avais envie par vous avez fait une étude d'histoire. Donc... oui, mais justement, c'est une question générale à partir de ce qu'a dit Alfonso. De nouvelles idées qui viennent, donc je ne sais pas par quoi attaquer le sujet. Non, juste, bon, d'abord je vais reprendre des choses. J'étais vachement content d'écouter Alfonso parce que je me rends compte qu'il y avait des choses où je croyais qu'on allait pas être d'accord, et plutôt nos discours allaient s'arrêter, alors qu'on se complémente parfaitement. Après, bon, je ne suis pas d'accord quand il parle... Si, je suis d'accord, c'est-à-dire, quand il parle de ce qui se passe, du multiculturalisme aujourd'hui, la révision de la notion du patriotisme, bon, ça, c'est ce qu'il dit, absolument vrai, mais je dis dans le contexte, on va dire, de vieilles et grandes nations, d'accord? Parce que maintenant, on a des autres petites nations qui commencent à monter et qui ont un débat et une optique totalement différente. Et ces guerres identitaires, moi je dis toujours, et ça on est d'accord, il a fait le lien hyper important entre l'histoire et l'école. Et c'est vrai que les guerres identitaires, on les gagne à l'école. Si à l'école on nous dit « vous êtes des Français », vous êtes des Français. Si on vous dit « vous êtes des Catalans », vous êtes des Catalans. Si on vous dit « vous êtes des Basques », vous êtes des Basques. Donc ça c'est absolument... Enfin, moi je trouve que c'est... Donc il y a une espèce de tendance, de courant qui sont en train de lutter je crois que dans les écoles, parce que clairement l'éducation nationale française est dans un sens. Moi je sais, mais ma femme est française, donc mes fils, je découvre l'éducation nationale française à travers mes fils, et là ça va clairement dans le sens où il dit Alfonso, mais revenons quand même sur le roman historique, hein, parce que si on commence sur un débat sur l'histoire, tous les deux, je vous vois partis, on est là dans 2h30. D'accord, bon, je veux juste dire quand même, simplement par rapport à l'histoire, parce que comme il y a tellement pas, c'est un historien, je suis un historien, donc forcément il n'y a aucune... Et c'est pour ça que je suis là pour vous. Et on juste très vite, par rapport, c'est vrai que finalement je me rends compte que, moi je suis romancier d'abord, mais je me rends compte que j'ai étudié en histoire, d'accord? Donc, je dis toujours que je suis passé comme un touriste par la fac. J'étais comme Erasmus à Grenoble. Là, j'ai étudié des choses comme psychohistoire, l'histoire du cinéma des années 60 de Vadim. Puis je suis parti en Angleterre, à l'université de Sussex. J'ai vu des choses aussi passionnantes comme la révolte de Lollard du siècle XIV. Mais donc, j'ai l'impression que ça n'a pas marqué, mais pourtant, je me rends compte que ça m'a laissé des traces. D'abord, mes premiers romans qui sont plutôt réalistes, en quelque sorte, on peut le considérer, et en prisme historisant, on peut le considérer comme roman d'histoire contemporaine, d'accord? Donc le saut que je fais par rapport à Alexandre, ça a surpris les gens, mais en quelque sorte, c'était pas si bizarre que ça. Et c'est vrai que par rapport à l'histoire, je ne peux pas m'empêcher de faire, je veux dire,
3 idées que j'ai retenues, qui c'est vrai que ça se relie vachement avec aux choses qu'a dit Alfonso tout à l'heure, et donc je me rends compte que quand même, on a un peu, malgré tout, on était dans un certain moule idéologico-culturel, intellectuel, et c'est vrai que moi je me suis rendu compte des idées que j'ai retenues. Bon, d'abord par rapport à l'histoire, le premier c'est que l'historien n'a rien à voir avec les dates. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est son rapport avec les dates, c'est le même rapport qu'il peut avoir les mathématiciens par rapport au calcul. D'accord ? Pour le calcul, mais vous avez des calculatrices et des ordinateurs et autre chose. Mais pour le date, mais vous avez les livres d'histoire. D'accord ? Puis, ça rejoint aussi ce qu'il dit par rapport à chaque génération réinvente son histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que de la même façon que voilà, si on prend un groupe de rock genre Coldplay, fait une reprise de Beatles, et ça sonne plus à Coldplay que Beatles, mais un texte qui est écrit dans les années 60 sur la Révolution française, ça parle autant, voire plus, des années 60 que de la Révolution française. C'est-à-dire, le présent a une tendance à se regarder dans le passé. Et puis, une autre, pour moi, c'est une idée qui m'est chère, que j'ai eue. Je l'ai pris, c'est grâce à Paul Valéry, un aphorisme. En fait, après, je me rends compte que Quintilian, il exprime aussi. Déjà, c'est qu'en fait, l'histoire n'enseigne rien. N'enseigne rien, puisque l'histoire a tout. Il y a des exemples, des arguments pour une chose et son contraire, et en fonction de où l'on est, on va voir des choses totalement différentes, et deux personnes très différentes qui regardent le même événement, ils vont en retirer des conclusions totalement contradictoires, voire opposées. Et donc, ce qui est... et puis, c'est pour ça qu'en fait, on aime beaucoup chercher les exemples historiques et se projeter, mais c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que les têtes et les circonstances des personnages historiques sont très, très différentes, assez différentes d'un autre pour que ça serve par chose. En fait, l'analogie historique parfaite n'existe pas. De la même façon que les synonymes parfaits n'existent pas. On est toujours, quand on dit qu'on ne se bagne pas deux fois dans le même jour, ça veut dire ça. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas les perdre d'habitude. Mais, donc, pour en finir, je reviens. Ce qui est rigolo, c'est que ça m'est resté à la tête. Et puis, je revisite l'univers historique à travers le roman. Et donc, tout d'un coup, c'est vrai que c'est la découverte, assez, pour moi, choquant, de gens puristes, quoi, des gens qui te disent ah ouais, vous faites de l'historique, ça veut dire donc que le détail, tout est vrai en quelque sorte, quoi, parce que sinon vous ne faites pas l'historique. Et moi au début je disais effectivement ça a l'air tenir comme argument, et en fait c'est pas si évident que ça. Il y a une nature ambiguë déjà. Le roman historique, il y a un roman historique, et le roman, ce que c'est une fiction, c'est-à-dire un mensonge. On pourrait discuter par rapport à ça. Et puis le côté historique, ça veut dire que il y a quand même, on se base dans de faits fidedignes, qui sont grosso modo, même si on peut discuter par rapport à ça, ce qu'il a dit Alfonso, vrai. Mais il y a quand même, ça peut être considéré comme un oxymore, on dit, un oxymore, oui. Et moi, quelque chose de contradictoire, mais moi je préfère simplement considérer comme un mélange des éléments bien contrastés, que s'ils sont bien équilibrés, ben ça marche, ça fait comme une sauce aigre douce. Et ce qui est vrai, bon, comme dit, il y a pas mal de gens. Alfonso tout à l'heure, il parlait je ne sais pas l'expression qu'il disait, mais qui demande au roman historique une certaine but éducatif, je ne sais pas comment il l'a exprimé tout à l'heure, ces gens-là, et c'est vrai que face à ça, par opposition, par esprit et contradiction, mais moi j'ai tendance à exalter les côtés romanesques, si on prend, mais voilà, les Trois Mousquetaires, bon, ça, je lis, ça fait pas longtemps, mais une édition, c'était ignoble, c'était quelqu'un qui ça a dû être un historien, qui a pris tout le détail historique, et puis en parlant, il notait les inexactitudes. Il disait ça, c'est pas ça, parce qu'à telle époque, bon, mais c'est du temps perdu. En plus, c'est absolument. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'avec le temps, finalement, les Trois Mousquetaires fait plus pour l'histoire que la réalité. C'est-à-dire, Louis XIV, on va le connaître plus à travers ce roman qu'à travers la vérité. Mais bon, moi, simplement, je revendique que c'est une question de principe, que je crois qu'elle n'est pas assez acquis dans le roman historique, que de la même façon qu'un réalisateur, on conçoit qu'il peut, s'il veut, il a un roman, prendre liberté et modifier ses matériels en fonction de ses besoins expressifs. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on accepte
normalement, par contre, avec les romans historiques, on a tendance à vouloir les conseiller. Et de temps en temps, par des raisons esthétiques, mais on a besoin pareil, de changer la réalité par rapport à nos besoins et des critères qui sont autres. Et c'est vrai que finalement, si on veut de l'exactitude, mais ça, on a des livres de textes où et on lit des vrais historiens, enfin, les gens qui font leur métier, où et nous, c'est quand même d'abord de romanciers. Donc dans roman historique, on retient roman pour vous. Alfonso. Je vous laisse réagir à cela et puis ensuite Marie nous fera une lecture. Brevemente, para que dar tiempo a María a leer, ¿no? Alors, très brièvement, pour avoir le temps de faire les yo lectures. defino la historia, no la novela histórica, la historia como un relato coherente del pasado. Moi, je définirais l'histoire comme un récit cohérent du passé. Eso quiere decir que la coherencia siempre es discutible. Alors, ce qui veut dire que la cohérence est toujours discutable. Y es una relación de una cadena de causas y efectos. Donc, il s'agit d'une chaîne de cause à effet. El presente, la realidad, es caótica. Le présent, la réalité sont chaotiques. Pero ustedes observarán cuando lean un tratado de historia, no hablo de novela, digo de tratado. Mais si vous lisez un manuel d'histoire, je ne parle pas d'un roman, mais d'un manuel d'histoire. Cómo hay un proceso claramente definido, cómo unas cosas proceden de otras con claridad. Donc, dans ce manuel d'histoire, on voit clairement comment certaines choses proviennent d'autres, découlent d'autres. Incluso están narradas con un principio, una parte central y una conclusión. Donc on les raconte même avec un début, un milieu et une fin. Hablamos de el Imperio Romano. Donc par exemple, si on parle de l'Empire romain, la Edad Media, Edad Moderna. De l'âge du Moyen Âge, de l'époque moderne. La Revolución Francesa. La Révolution française. Todo está narrado dramáticamente con una estructura de ficción. Donc il y a une structure de fiction un peu dramaturgique, sur le plan de la dramaturgie. De acuerdo a los intereses de la sociedad que lo narra. Donc en accord avec les besoins de la société qui le raconte. Por eso cuando hablabas de si nosotros al narrar novela histórica. Donc quand vous demandiez si en écrivant des romans historiques pretendemos descubrir algo que no está dicho habitualmente. Nous prétendons découvrir quelque chose dont il n'a pas encore été question. Yo les diría que no, que en realidad lo que nosotros contamos también es falso. Je répondrai que non, que ce que nous racontons, nous, est également faux. Porque todo es mentira. Parce que tout est mensonge. No hay nada realmente no hay ninguna verdad absoluta. Il n'existe pas de vérité absolue. Y yo creo que eso es bueno que los ciudadanos deben saber. Et je crois qu'il est bon que les citoyens sachent. Que lo importante es mantenernos haciendo preguntas. Que ce qui est important, c'est de continuer à poser des questions. Hay un ejemplo que es breve. Un bref exemple. Antes hablaba Ángel de la importancia del cine. Alors, Ángel parlait tout à l'heure de l'importance du cinéma. Y hay un caso que es El Álamo, no sé si a ustedes les sonará, en México. Alors, dans le cas de una película de John Wayne se llama El Álamo. Alors, un film es la independencia de Texas. Sur l'indépendance de Texas. Alors, le titre français ¿No es El Álamo, será? Fort Alamo. Fort Alamo. C'est Fort Alamo. Donde es una serie de patriotas. Donc on voit un groupe de patriotes que, defendiendo la libertad, donc qui défendent la liberté, se inmolan en el Álamo contra un ejército mexicano tirano. Et donc ils s'immolent à Fort Alamo contre une armée mexicaine tyrannique. Es en el proceso de independencia de Texas. Donc c'est le processus de l'indépendance de Texas. Lo curioso y difícil de plantear. Donc ce qui est difficile à mettre en scène, que la modernidad en ese momento, c'est que à cette époque, la modernité estaba del lado mexicano. Était du côté mexicain.
porque los tejanos que intentan independizarse de México, Ah, pardon, oui, les Texans, le les Texan. Texans cherchaient à prendre, excusez-moi pour tout à l'heure, donc c'est le Texas, hein. Les Texans cherchaient à prendre leur indépendance par rapport au Mexique. lo que pretenden, lo que quieren es mantener el sistema esclavista. Donc en fait, ils voulaient maintenir le système esclavagiste. La esclavitud había sido abolida de México. Donc au Mexique, l'esclavage avait été aboli. Y los que luchan en el Álamo Et donc ceux qui luttaient à Fort Alamo son esclavistas, amos de esclavos étaient des esclavagistes, donc qui possédaient des esclaves. y propietarios de plantaciones de esclavos. Et c'était des propriétaires de plantations sur lesquelles travaillaient des esclaves. Sin embargo, en Estados Unidos, ahora mismo, Et pourtant, actuellement, aux États-Unis, hablar del Álamo es hablar de la libertad, parler de Fort Alamo, c'est parler de la liberté. lo cual es una contradicción absoluta. Donc ce qui est une contradiction absolue. Por eso digo que, en realidad, la historia puede servir para todo. C'est pour ça que je dis que l'histoire peut servir à tout. Creo que... L'actualité aussi. L'actualité aussi. Sí, por supuesto. Ahora mismo, una curiosidad más de cine. Donc, une chose curieuse. Acaban de ver una película que se llama 300. ¿No? Donc, vous venez de voir un film qui s'intitule 300. Una película de los espartanos luchando en las Termópilas. Donc, c'est la bataille des Thermopyles. Donde Esparta representa la libertad. Donc, où Sparte représente la liberté. La libertad europea frente al tirano asiático. Donc, la liberté européenne face au tyran asiatique. Y es curioso que hayan elegido a los espartanos como defensores de la libertad. Et donc, il est curieux qu'on ait choisi les Spartiates comme défenseurs de la liberté. Que es una cultura, una civilización basada en la esclavitud. Alors que c'est une civilisation, une culture qui sont justement fondées sur l'esclavage. La esclavitud de los ilotas, que eran sus siervos, que eran semihombres. Donc l'esclavage des ilotes qui étaient considérés comme des sous-hommes. Sin embargo, han hecho una continuación donde hay un gran discurso de la libertad por parte de Temístocles, ateniense. Dans la suite, il y a un grand discours de Thémistocle sur... Y uno, uno sospecha que no es casualidad. Alors, on soupçonne qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Que se den estas películas en un momento en el que hay una tensión con Irak, Irán, Siria. Que c'est pas un hasard si ces films sortent actuellement où il y a une tension avec l'Irak, la Syrie. Porque hablamos del Álamo. On parle de Fort Alamo. Que es una película de los años 50. Donc c'est un film des années 50. Dices, bueno, es propaganda americana. Donc c'est de la propagande américaine. Pero hoy, ahora mismo, mais aujourd'hui, estamos igual. C'est pareil. La historia sigue siendo una herramienta de influencia. L'histoire continue à être un instrument d'influence. Y de culturización, entre comillas, et de culturisation idéologique. Idéologique, alors culturisation entre guillemets. En effet. Marie, vous allez nous faire découvrir, puisqu'on vient de parler de façon un peu générale, mais il y a les textes de ces deux écrivains, et vous allez nous faire découvrir leur langue pour qu'on entre un peu aussi dans la particularité après le général. Donc allez-vous commencer à nous lire? Donc, je vais commencer par « Tu marcheras avec le soleil » d'Alfonso Mateo Sagasta. Lorsque le canoë disparut de notre vue, Salamanca et Colchero coururent chercher les autres. Si nous étions près d'un village qui pouvait être hostile, nous devions prendre des précautions. Pendant ce temps, nous autres, nous recherchions des bouts de bois et des pierres avec lesquelles nous défendre. Ils revinrent sans tarder, mais nous eûmes à peine le temps de prendre nos dispositions, car nous nous vîmes subitement encerclés. C'était la première fois que nous voyions des guerriers comme cela. La plupart étaient à moitié nus, le sexe à peine couvert par un pagne avec des bandes de couleur sur les extrémités. Mais 2 d'entre eux portaient une cape nouée au cou,
et d'autres une petite casaque en coton-tain. Des lanières de cuir ornaient leurs genoux et leurs chevilles, et tous chaussaient des sandales avec des talons blancs. Le plus surprenant est qu'ils avaient le corps peint en noir avec des taches blanches et rouges sur le visage. Ils se protégeaient avec de petits boucliers carrés et brandissaient de longues lances avec une pointe en pierre. Plusieurs d'entre eux portaient des arcs sur le dos, ainsi que des carcans bien pourvus en flèches. Dès qu'ils se laissèrent voir, le capitaine Valdivia s'emporta en nous criant des ordres que nous étions incapables d'accomplir. Avec beaucoup de difficultés, nous parvîmes à former un cercle avec les femmes au centre, tous armés de bouts de bois secs et fragiles. Dès le premier instant, il fut évident que 2 couteaux ne suffiraient pas. Valdivia avança d'un pas et tenta de parlementer, mais l'un des guerriers, qui avait le corps couvert de tatouages et de scarifications, lui jeta une pierre davantage avec l'intention de le provoquer que de lui faire mal. Celui qui semblait être le chef se détacha du reste du groupe et se dirigea d'un pas résolu vers Valdivia. Son aspect était impressionnant. Il s'était couvert la poitrine et les épaules d'un pectoral de plaques de tatou, et il portait sur la tête un dense panache de plumes rouges d'Ara avec, au centre de celui-ci, un jaillissement de plumes vertes, longues et brillantes, qui lui tombaient sur le dos. Valdivia leva son bâton des 2 mains, mais il était trop faible, et ses mouvements étaient lents et prévisibles. Sans effort apparent, le guerrier esquiva le coup et le blessa à l'épaule avec la lance. Le capitaine se replia sur lui-même, et l'autre lui frappa alors la tête. Le reste du groupe nous attaqua, et après une brève résistance de notre part, ils nous désarmèrent tous. Nous étions si faibles et malades que les bouts de bois dans nos mains ressemblaient davantage à des béquilles qu'à des lances. Les seuls qui résistèrent un peu furent Colchero et Acevedo avec leurs couteaux, ainsi que Salamanca et Ternero qui tentèrent de leur prêter main forte. Geronimo se borda à brandir avec force son livre d'heures et à demander une aide que le ciel ne pouvait lui octroyer. Ce fut mon premier contact avec l'horreur de ces terres. Sans échanger le moindre mot, et devant nos yeux interdits, ils dénudèrent le capitaine Valdivia et l'attachèrent à un arbre avec les bras relevés. L'homme, au panache rouge, se plaça face à lui avec un couteau en silex dans la main. Depuis l'endroit où je me trouvais, on voyait bien la parure qui lui pendait de l'épaule gauche, une espèce de cuir avec 3 mâchoires humaines. D'un coup précis, l'Indien ouvrit l'abdomen du capitaine et lui arracha le cœur encore palpitant. Je n'oublierai jamais le regard d'incrédulité de Valdivia lorsque cet être sanguinaire lui plongea la main dans la poitrine. Donc ça, c'était raconté du point de vue de Guerrero, donc, avec un jeu de narration audacieux et en même temps très convaincant. Ensuite, Marie. Donc, le deuxième extrait d'Alexandre. La nuit des morts. La nuit des morts. Le prologue. Babylone, nuit des morts, 323 avant Jésus-Christ. Les dieux l'avaient voulu ainsi, car même les fleuves les plus abondants finissent dans la mer sombre. Mais lui se refusait à l'accepter. Sa vie avait été marquée par tant de victoires qu'il était incapable d'admettre la défaite, même pas dans un tel état. Ses oreilles sifflaient à cause de la fièvre. La sueur imbibait ses boucles parfumées et coulait le long de ses tempes et de sa barbe blonde jusqu'au cou, qui l'avait légèrement paralysé depuis l'enfance, disait-on. La riche soie de sa tunique lui collait à la peau, tel un emplâtre. Sans cesser de grelotter, il se redressa péniblement jusqu'à ce qu'il pût s'appuyer sur la masse informe de coussins que lui avaient fournis les eunuques avant de sortir. Son corps épuisé par les campagnes accusait l'effort. C'était comme si un cheval venait de le piétiner. Toutes ses articulations lui faisaient mal. Pourtant, sa volonté tyrannique l'obligeait à garder sa posture, à ne pas perdre conscience. « Pas encore », clamait une voix impérieuse à l'intérieur. Il respirait péniblement,
Ses yeux vairons et asymétriques fixaient le dos d'Aristandre, qui se tenait toujours sur la terrasse, sur laquelle s'ouvraient ses appartements, vers le levant, et par où chaque matin entraient les premiers rayons de soleil, faisant fuir le sommeil empoisonné. Mais pour l'heure, il faisait nuit, et il avait l'impression que son devin ne bougeait plus depuis une éternité. Ses mains, épaisses et calleuses, maintenaient en hauteur la coupe rituelle. Le sang de mouton s'en échappait par les bords et éteignait ses avant-bras velus, tandis qu'il faisait face au jardin exubérant qui s'étalait sur les terrasses de cette gigantesque pyramide florale, de ce gage d'amour construit dans la nuit des temps par un monarque au nom interminable sur un caprice de sa reine. Une silhouette immortalisée par les poètes qui s'imposait, haute comme une colline, sous la nuit étoilée. Le feu sacré crépitait dans l'autel, et ses vibrants clairs obscurs enveloppaient la tunique blanche de celui qui ne suppliait plus les habitants de l'Olympe de s'inquiéter pour leur fils malade, de celui qui ne les priait plus de daigner effrayer la ténébreuse moire, mais qui, d'une voix qui montait et gagnait en intensité à mesure qu'elle s'élevait parmi les cris des chauves-souris, invoquait à présent les mânes des disparus. Je vous convoque, moi qui vous ai connu lorsque le sang humain chauffait encore votre corps. Moi, Aristandre, le devin d'Alexandre, vous conjure de sortir de votre obscure caverne et de remonter à la surface. Et pendant ce temps, à l'intérieur des appartements, l'odeur de sang continuait à se mêler au parfum de l'encens et aux effluves des remèdes inutiles, provoquant chez le gisant ces nausées qui depuis plusieurs jours l'empêchaient d'ingérer le moindre aliment. Il commençait à entendre de la bouche des médecins le répertoire de mots creux qui lui avaient semblé si désespérants lors de l'agonie d'Héphaïstion. Cependant, cette fois, il les subissait avec le même fatalisme que lorsqu'était survenu le premier présage. Merci Marie. Avez-vous des questions à poser à nos invités ? Moi, j'en aurais donc juste une, à savoir, donc, même si on a choisi, on peut choisir de prendre plus ou moins de liberté avec l'histoire, entre guillemets, mais est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des historiens, l'un et l'autre, de faire, par exemple, je ne sais pas, relire votre texte par un historien, de serait-ce qu'il vous dise son avis, après ça vous pouvez maintenir ou pas vos choix, mais parce qu'il y a, tout à l'heure vous aviez évoqué le fait qu'il y a des détails, vous n'avez pas envie de vous en soucier, vous préférez refaire autre chose en termes de création, ce qui est parfaitement compréhensible, mais il y a aussi des moments où on peut se dire qu'on a écrit des choses involontairement inexactes, et que donc ça pourrait être intéressant d'avoir un avis extérieur sur la question. Tout à fait. Je réponds. Et bien, tout à fait. Et en fait, bon, par rapport, je vais mettre simplement un exemple, l'exemple de manipulation qu'on peut faire, c'est, moi je savais que dans ces romans, je raconte un peu la conquête d'Alexandre du moment où il traverse l'Hellespont, c'est-à-dire les trois des Dardanelles, dans l'année 334, le printemps, enfin, avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où il meurt en Babylone, dans l'année 323, l'été, avant Jésus-Christ. Donc il y a énormément de détails, des anecdotes, de péripéties. Et donc moi je savais qu'on ne pouvait pas tout mettre, donc il fallait qu'elle soit synthétique. Par exemple, il y a des dizaines de batailles, et donc je me suis concentré dans 4. Donc d'abord il y a ces choix limités, mais en plus il faut les raconter d'une façon, il faut renouveler l'intérêt du lecteur, parce que les batailles ça peut être hyper monotone. Alexandre arrive à une ville, Alexandre rencontre une armée, Alexandre gagne, il continue, il arrive à une autre ville, il rencontre une armée, etc. Donc il faut vraiment, par exemple, moi j'ai pris la bataille de Granique, Isos, Gaugamel, et après c'est vrai que je voulais absolument faire une bataille dans la jungle avec des éléphants. Donc les Graniques, je le vois du point de vue des Grecs, d'accord ? Ils arrivent au fleuve, les Perses sont de l'autre côté, et puis en fait la difficulté c'est d'arriver à la berge, d'accord ? Donc c'est là où je le coupe. Isos, je me suis fait plaisir de l'avoir en entier du début jusqu'à la fin du point de vue des Perses, d'accord ? Et puis il y a Gaugamel, par exemple, là, pour varier un petit peu, ce que je fais, on l'a vu du point de vue de femmes
qui suivent Alexandre. Bon, quand Darius il prend la fuite dans la bataille d'Issos, il laisse son bagage et il laisse ses femmes, c'est-à-dire sa mère, Sigambis, et son épouse et ses 2 filles, qui à partir de ce moment vont suivre Alexandre, et puis il y a un lien très très fort qui s'est créé entre lui, c'était presque sa famille. Donc ces femmes sont là, plus Barsine, la compagne d'Alexandre. Je trouvais que c'était original de les voir du point de vue féminin, quoi, des femmes qui regardent la bataille. Et puis la dernière, c'était dans la jungle avec les éléphants. Bon, moi, c'est presque, je ne peux pas dire, j'écris ce bouquin pour faire une bataille dans la jungle avec des éléphants, mais presque. Donc il s'est passé qu'en fait, à Gargamel, il y avait des éléphants aussi. Et pour moi, les éléphants, il fallait ajouter, enfin, c'était la fin, on avait eu assez de batailles, il fallait un truc nouveau. Donc là, par exemple, je effaçais les éléphants tranquillement de la bataille parce que ça ne m'arrangeait pas. Voilà, ça c'est le genre de manipulation qu'on peut faire. Après l'autre, c'est vrai que des fois, on a tort, on fait des fautes, on va dire, ou des choses dont on ne prête pas attention. Et souvent, plus que les historiens, souvent c'est les éditeurs. Bon, mes 2 éditeurs sont là au fond, c'est Charles Henry et François Olivier, c'est les éditeurs d'Anacard qui font un super boulot. Et c'est vrai qu'eux, ils rédigent chaque détail. En plus, eux, ils travaillent, ils sont historiens de formation. Et ils éditent pas mal de textes dans les sciences sociales. Et ils font aussi ce travail. C'est vrai qu'il y a des choses qui, bien sûr, ne sont pas là parce qu'ils ont repéré aussi. Donc, il y a normalement la maison d'édition, ils font ce travail. D'accord ? Et même si c'est un truc historique, il y a des gens, ils le passent à des historiens. Mais ça, c'est fait. C'est pas, enfin, moi, j'y vais pas. C'est plutôt l'éditeur qui va être en contact avec ça et qui fait quand même, c'est pour une mise en forme et qui sont capables de dire ben, ça c'est une licence, ça c'est une liberté, là il n'y a pas de problème, mais ça, là il a fait, ça cloche. Donc on a quand même ces petites aides qu'après on est content quand même. Je crois que c'est vrai que des fois il y a des choses qui sautent aux yeux, qui ne sont pas. Donc on essaye de. Voilà, c'est les éditeurs, ça répond à la question. En mi caso, no. Hasta ahora. No he tenido ese problema o no me ha planteado esa cuestión. Alors, pas dans mon cas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce problème. Je ne me suis pas posé la question. Yo utilizo mucho el trabajo de los historiadores, son fundamental, evidentemente, todos los estudios históricos. Donc, pour moi, le travail des historiens est fondamental. Je m'en sers beaucoup. Y acudo a las crónicas, en el caso de Caminarás con el Sol. Donc, je lis les chroniques. Las crónicas de Indias. Les chroniques des Indes. Las crónicas de Indias son contradictorias. Et ces chroniques sont contradictoires. Y un historiador, igual que un novelista, un historien comme un romancier, elige qué quiere contar. Choisit ce qu'il veut raconter. Porque si de verdad empezamos a ver las versiones que las crónicas recogen de Gonzalo Guerrero, parce que quand on voit les différentes chroniques de Guerrero, que es el protagonista, Guerrero, du personnage, no haríamos nada. No. Enfin, si on commence à faire ça, on ferait rien. Hay que tomar decisiones narrativas. Donc il faut faire des choix narratifs. Porque a veces son contradictorios. Parce que parfois il y a des contradictions. Eso es con las crónicas de los contemporáneos. Donc, et ça, c'est quand on parle des chroniques contemporaines. Si ya recurrimos a crónicas de 100, 200, 300 años después. Alors, si on prend des chroniques qui ont été écrites 100, 200 ou 300 ans te encuentras con la aportación de esas sociedades posteriores a la interpretación del original. Donc, on constate les apports de toutes les sociétés consécutives par rapport aux chroniques originales. Y entonces, al final no sabes qué es la verdad de siempre. Donc, c'est le problème de siempre. Donc c'est toujours le même problème, on finit par ne plus savoir quelle est la vérité. Entonces yo evidentemente intento utilizar los datos reales. Donc bien sûr, j'essaie de me servir des données réelles. Pero no tengo problema en cambiarlos. Mais je n'ai pas de problème à les modifier. En mis libros me divierte mezclar personajes de ficción. Donc en fait, dans mes livres, ça m'amuse de mêler des personnages de fiction con personajes históricos. À des personnages historiques. Yo tengo una novela, por ejemplo, que se llama Ladrones de tinta, Voleurs d'encre, que está traducida también. Donc mon roman, Les voleurs d'encre. Donde
trato a muchos de los escritores del siglo de oro español. Parle de nombreux auteurs du siècle d'or espagnol. Construyo sus personajes, esos personajes están construidos a través de sus cartas, Donc j'élabore leurs personnages à partir de leurs lettres, de sus escritos de leurs y de sus écrits obras. et de leurs œuvres. Ahora bien, en cuanto yo los pongo en pie, Mais alors quand je les construis, se convierten en ficción. ils deviennent fictifs. Y es una ficción con la que no me importa poner a un personaje, por ejemplo, a Cervantes, Et donc par exemple, ça ne me dérange pas de mettre Cervantes y defender, o bien que alguien te pueda decir, es que ese no es Cervantes, et que quelqu'un puisse me dire mais ça c'est pas Cervantes. pero no, es mi Cervantes. En fait, c'est le mien, c'est mon Cervantes. Porque no hay ningún personaje histórico que no haya pasado por el filtro de un creador. Parce que en fait, tous les personnages historiques sont passés par le filtre d'un créateur. El Alejandro de José Ángel L'Alexandre de José Ángel es suyo. Lui appartient. Él ha creado un personaje, no es historia. Il a créé un personnage, ce n'est pas de l'histoire. Y a mí me pasa lo mismo. Mis personajes, aunque sean históricos, Et pour moi, c'est pareil. Mes personnages, même s'ils sont historiques, son ficción. sont de la fiction. Hay un cuento de Cortázar Donc il y a une nouvelle de Cortázar donde trata del Che Guevara. où il parle de Che Guevara. Y el cuento se lo llevaron al Che, como cosa... Et donc la nouvelle a été communiquée au Che. El Che la leyó Donc il l'a lu. y dijo, no, está bien, Il a dit c'est bien, pero no me interesa, mais ça m'intéresse pas. porque no era él. El Che del cuento de Cortázar no era el Che Guevara, Parce que c'était pas lui. Le Che de la nouvelle n'était pas Che Guevara. era un personaje de Cortázar. C'était un personnage de Cortázar. Entonces, si un historiador oficial, Donc si un historien officiel es difícil juzgar una novela. a du mal à juger un roman, Te puede decir, no, es que en tal fecha no pasó eso. bon, il peut vous dire bon, ça s'est pas passé, ça ne s'est pas passé à cette date. Pero ¿es importante eso para la novela? A lo mejor te interesa, como ha hecho él, cambiar datos. Mais est-ce que c'est important pour le roman? Peut-être on peut changer justement tout ça, comme l'a fait Yo lo he hecho. Ángel. Moi, je l'ai fait. Por ejemplo, en la última novela, no está traducida, que es en 1615, Donc je l'ai fait pour mon dernier roman qui n'est pas encore traduit, qui se passe en 1615, en un viaje, au cours d'un voyage. pasan muchas cosas Donc il se passe beaucoup de choses que en realidad han pasado en 10 años, qui en fait se sont déroulées sur 10 ans. pero yo las meto en un mes. Mais moi je les fais se dérouler en un seul mois. ¿Es importante? Est-ce que c'est important? Para la narración es útil, Pour la narration, c'est utile. y eso es lo fundamental. Et pour moi, c'est ce qui compte. Tirso de Molina es un autor de teatro español del siglo XVII. Donc Tirso de Molina, qui est un dramaturge du XVIIe siècle espagnol, Tenía el mismo problema. avait le même problème. El burlador en Palacio, el burlador será burler, ¿no? Donc le Burlador En Palacio es una obra de de teatro, Séville. le echan en cara modificar la historia. Donc en fait, on dit que l'histoire est modifiée. Y él se defiende así, diciendo, no, tengo perfecto derecho a modificar la historia porque soy un artista. Donc on l'accuse de modifier l'histoire et il dit mais j'ai parfaitement ce droit parce que je suis un artiste. Es una discusión que llevamos arrastrando 500 años. Donc ça fait 500 ans que cette discussion existe. Claro, y el ejemplo de Dumas es muy claro. O sea, la realidad histórica es mínima. L'exemple de Dumas est très parlant. La réalité historique n'a qu'une faible importance, Mais las novelas son maravillosas. mais ses romans sont merveilleux. On pourrait dire que c'est le mot de la fin finalement.